le contenu, donc suivant cette stratégie, donc le caractère incurable de la maladie dès que possible. Donc il ne faut pas faire des mauvaises illusions au malade, lui donner le caractère incurable, on ne sait pas le traiter, le plus vite possible, il faut lui annoncer, quoi. Éviter les mensonges, donc éviter voilà, les familles qui disent non, non, il ne doit absolument pas savoir qu'il est gravement malade, non. Donc il faut être correct avec le malade et en même temps, il faut éviter de banaliser. Donc ne vous inquiétez pas, c'est simple, ça ira, non. Il ne faut pas banaliser ce qu'il a, en même temps, il ne faut pas éviter les mensonges aussi, en fait, hein. Éviter de parler de statistiques, c'est très mauvais. Les gens, les patients voudraient entendre combien de chances j'ai de vivre, combien d'années je peux vivre. Donc évitez absolument de rentrer dans ce jeu-là, évitez de parler de statistiques parce qu'on ne contrôle pas. Et ça peut être différent d'un patient à l'autre. Plutôt proposer des prévisions. Écoutez, voilà, on va commencer ce traitement. Il y a eu des cas pour lesquels ça a bien fonctionné, mais sachez qu'il y a des patients chez qui ça ne répond pas. Et là, voilà, donc voilà, vous êtes plutôt dans une prévision des possibles, des scénarios possibles. Il peut l'avoir ou pas l'avoir. Et donc, tenez plutôt un langage comme celui-là que donner des statistiques, en fait, hein, qui sont plus mauvais parce que si vous dites, tiens, vous avez 50% de chances de guérison, là, il va vous dire, hein, donc s'il récidive, il va vous dire, écoutez, docteur, vous m'avez dit qu'à 50%, j'allais être guéri. Voilà, donc c'est la première chose qu'il va vous poser comme question, quoi. Et dans certains cas, laissez place à une incertitude honnête. Vous pouvez dire tout simplement, écoutez, là, on ne sait pas comment ça va évoluer. Je ne sais pas. Donc, voyez, donc tenez une incertitude honnête, ça permet de développer une confiance avec votre malade. Donc, quand on ne maîtrise pas, on peut se permettre d'avoir, dans certains moments, une incertitude qui est tout à fait honnête et correcte, en fait, hein. Alors, c'est un peu le tableau que je vous ai montré, peut-être un peu plus détaillé là, que là tantôt. Ouais, donc ici, donc, diagnostic de cancer. Donc on a diagnostiqué une maladie qui est tout à fait curable, hein, donc on est dans un espace de guérison. Les choses évoluent. Donc évoluent, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, donc ça dépend du type de cancer, etc. Et puis à un moment donné, les choses évoluent mal, malheureusement. On fait un deuxième diagnostic. Et là, on fait un diagnostic où on passe à une étape où on ne vise plus la guérison parce qu'il y a des métastases qui apparaissent et donc on ne va pas pouvoir guérir, mais on peut encore contrôler la maladie. Et donc au fur et à mesure qu'on avance, on est en quelque sorte déjà dans des soins palliatifs d'accompagnement, on vise la qualité. Et puis voilà, ça peut durer de quelques mois à quelques années cette étape-là. Et puis on va faire un troisième diagnostic qui est plus important et plus grave, c'est le diagnostic d'entrée en phase terminale. Encore une fois, terminale qui peut encore prendre quelques temps. Donc ça ne veut pas dire que le lendemain, le patient est décédé. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Et puis, on arrive à la phase d'agonie. Donc la phase d'agonie, c'est clair, il ne nous reste que quelques jours, au pire quelques heures, quoi. OK? Donc différentes étapes et à chaque fois, on passe par une étape de diagnostic. Diagnostic de la maladie, diagnostic d'une maladie incurable, diagnostic d'une entrée en phase terminale et puis un diagnostic pour préparer, là cette fois-ci surtout l'entourage, où on arrive à la fin, quoi. Donc chaque fois, il faut prévoir un temps pour faire ce diagnostic et essayer de tenir ce langage que je vous ai expliqué avant, la communication suivant HELPS en fait, hein, honnête, clair, en évitant les statistiques, hein, donc en faisant attention aux patients, ce qui peut comprendre et pas comprendre, etc. Donc vous allez l'appliquer à chaque étape, hein, et à la fin vous allez voir que les choses, même si l'issue est fatale, vont se passer très bien. Si vous ne donnez pas le temps de faire tout cela durant l'évolution, c'est justement dans ces cas de figure que les choses se terminent mal. La famille ne comprend pas, ça a été vite, pourquoi, etc. etc. quoi. Donc on doit se donner du temps pour préparer, accompagner et que tout se fasse dignement et qu'on n'ait pas tous ces problèmes à la fin. Alors, les attentes du patient, donc le patient, bien sûr, il voudrait entendre, savoir les vérités, mais en même temps, entendre que des bonnes nouvelles. C'est la nature, la nature de l'être humain. On veut avoir les vérités et avoir que des bonnes nouvelles. Mais malheureusement,
c'est pas le cas. Donc et là, il faudra s'adapter. Donc encore une fois, par étape, on était au fur et à mesure que, par rapport au patient, ce qu'il peut accepter et pas. Ok. Pour éviter l'angoisse provoquée par ces différentes annonces défavorables, le patient va développer des mécanismes de défense qui est tout à fait normal. Donc il y en a qui vont surtout avoir un déni social et relationnel, donc ils vont éviter d'avoir tout contact avec l'entourage. Certains vont avoir une sorte de régression infantile, voilà, donc ils pleurent, voilà, c'est tout à fait normal et il faut respecter cela. Il y en a qui vont vouloir maîtriser tout, donc une forme d'hystérie en fait. Donc ils veulent maîtriser complètement leur maladie, ils se documentent, ils lisent, ils vont lire dans les bouquins, ils ont trouvé un nouveau traitement de l'autre côté de la planète, et ils ont vu qu'il y a des études, etc. Donc complètement dans une hystérie. Ou alors il y en a qui vont développer complètement des actions de nature artistique, ils vont commencer à peindre alors qu'ils n'ont jamais fait ça, ils vont commencer à écrire un livre, ils vont essayer de faire un film, etc. etc. Mais tout ça, c'est finalement des mécanismes de défense qu'on développe pour se protéger par rapport à cette agression, à cette angoisse provoquée par les mauvaises annonces en fait. Donc il faut respecter cela. Si ils arrivent à trouver un équilibre avec cela, ils ne se mettent pas à risque, donc ça leur permet de tenir, pourquoi pas, tant que ce n'est pas dangereux pour eux, tant qu'ils ne sont pas dangereux pour les autres. Voilà, donc on essaie de respecter cela, on comprend en tout cas pourquoi ils sont comme ça, tout d'un coup bizarre. Donc si on comprend que voilà, c'est tout à fait normal par rapport à ce qu'ils vivent, on va mieux accepter cela en fait. Et alors ici j'ai un tableau, voilà, des chiffres réels. Donc les besoins d'information des patients au stade palliatif, 98% des patients, ils veulent connaître les effets secondaires qu'ils auront. Ouais, donc c'est tout à fait normal. Et alors, ce qui est assez remarquant, donc les gens ils posent souvent la question, combien donc ma survie à 5 ans. Donc 80% des gens posent la question, voilà, est-ce que je sais vivre jusqu'à 5 ans? Donc quelles sont mes chances de pouvoir vivre jusqu'à 5 ans? Et il y a beaucoup moins de gens qui osent dire quelles sont mes chances de survie à 1 an. Parce qu'un an c'est court en fait, donc les gens n'arrivent pas à aborder, voilà, au risque d'entendre une mauvaise nouvelle, que le médecin lui dise écoutez, malheureusement, voilà, n'attendez pas de passer la fin de l'année, quoi. Ouais, donc spontanément, les gens parlent plus directement de 5 ans que de 1 an, quoi. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils ne veulent pas entendre des mauvaises nouvelles et en même temps, ils veulent avoir des éléments pour les rassurer, quoi. Alors, le décès, donc, dans les soins palliatifs, c'est quelque chose qui est abordé dans 45% des cas lors du diagnostic. 35% vont le faire progressivement et 10% des gens ne vont jamais parler de la mort en fait, donc, dans les soins palliatifs. Donc ils ne vont jamais aborder le sujet, donc 10%.